Bonsoir à tous, voici votre journal, les titres pour démarrer. Plusieurs invités de marque pour la cause des enfants. Le 9e dîner de gala de charité de la Fondation Children of Africa s'est tenu ce vendredi 1er mars au Sofitel Hôtel Ivoire. Les bénéfices obtenus iront à la construction et à l'équipement d'une nouvelle aile à l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville afin de réaliser des opérations à cœur ouvert pour les enfants malades. On reste à l'Hôtel Ivoire. La patinoire a servi de cadre à la 51e réunion du comité exécutif de l'organisation parlementaire islamique. Ce samedi, à l'ouverture, le président de l'Assemblée nationale a appelé à agir collectivement pour apporter des réponses concrètes à certains fléaux, causes d'instabilité dans les États. Et puis le Salon international de l'agriculture à Paris consacre une journée à la Côte d'Ivoire. Dans cette édition, nous vous mènerons au cœur de l'ambiance du pavillon ivoirien. Professionnels, invités et visiteurs se sont imprégnés des richesses agricoles de notre pays. Bienvenue à vous tous, plusieurs invités de marque pour la cause des enfants, je le disais, le 9e dîner de gala de charité de la Fondation Children of Africa de la première dame Dominique Ouattara s'est tenu hier au Sofitel Hôtel Ivoire. Les bénéfices obtenus iront à la construction et à l'équipement d'une nouvelle aile à l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville afin de réaliser des opérations à cœur ouvert pour les enfants malades. On voit cela avec Viviane Haïm. Moment de solidarité et de partage où les plus nantis donnent de leur avoir pour aider les plus démunis. C'est tout le sens des dîners de gala organisés par la Fondation humanitaire Children of Africa de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. La 9e édition, organisée ce samedi 1er mars, a enregistré, comme les précédentes fois, une forte présence de personnalités de haut rang, au nombre desquelles le président de la République Alassane Ouattara, son époux, l'ex-président français Nicolas Sarkozy et son épouse Carla Bruni, qui a gratifié l'assistance d'une belle interprétation en duo avec le chanteur Maître James. L'illustre présence également de la première dame de la République démocratique du Congo, Madame Denise Tshisekedi. D'ordinaire si grande, la salle du Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire paraissait étroite, tant les invités étaient nombreux pour apporter leur contribution à la Fondation Children of Africa dans son projet de réaliser un pavillon spécialisé au sein de l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville, destiné aux opérations à cœur ouvert pour les enfants malades. Chers amis, chers donateurs, grâce à votre soutien indéfectible, nous avons pu réaliser de nombreux projets dans les secteurs de la santé, de l'éducation et du social qui ont eu une incidence positive et durable sur la vie de milliers d'enfants à travers le continent. En 26 ans, nous avons posé des actions majeures et mis en œuvre les principaux projets suivants. Le lycée de Kong, l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville, les 3 centres d'accueil pour enfants en détresse, le groupe scolaire d'excellence d'Abobo, la nouvelle case des enfants et le centre d'accueil pour les femmes victimes de violences d'Adiaké. Dans le secteur de la santé, l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville est la réalisation phare de la Fondation. Ouvert en 2018, cet établissement sanitaire de référence internationale est à but non lucratif et permet d'offrir des soins de santé adéquats et à moindre coût aux populations. 25% des patients y sont pris en charge entièrement gratuitement. Si nous sommes ici ce soir, c'est en vue de lever des fonds pour la construction d'une nouvelle aile de chirurgie cardiaque à l'HME pour nos enfants malades du cœur. Cette nouvelle infrastructure spécialisée nous permettra de réaliser des opérations à cœur ouvert pour les enfants malades, notamment grâce à l'aide de la chaîne de l'espoir, notre partenaire à l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville. C'est un projet ambitieux, mais je suis convaincue que nous pouvons le réaliser ensemble. Je ne peux que vous encourager à soutenir cette noble cause qui permettra de donner la chance à des milliers d'enfants de grandir épanouis, heureux et en bonne santé. Ce 9e dîner de gala comptait cependant une ombre à son tableau, le décès l'avant-veille de la marraine et grande donatrice de la Fondation. À l'entame de mon propos, mes pensées vont à ma très chère amie, la princesse Ira de Fürstenberg, marraine de la Fondation.
qui nous a quittés brutalement il y a quelques jours. Ira était mon amie depuis 30 ans, toujours disposée à aider les enfants d'Afrique et les plus démunis. Elle a constamment été présente pour moi, aussi bien dans les moments heureux que pendant les épreuves difficiles que nous avons traversées avec Alassane. Elle était la plus fidèle des amies. Ces dernières semaines, elle se réjouissait de venir à Abidjan pour participer à notre gala, un rendez-vous qu'elle n'a jamais manqué depuis la création de la Fondation. Je garderai d'elle nos moments de gaieté passés ensemble et les nombreux souvenirs agréables que nous avons partagés. Partie à jamais, cette grande mécène de la Fondation a offert à titre posthume sa dernière création d'art, une paire de vases en pierre de lapis lazuli, vendus aux enchères au cours de la soirée. De même, 4 autres objets d'art vendus aux enchères, dont un tableau réalisé par un grand artiste plasticien malien, Abdoulaye Konaté, et offert à la Fondation. Le maillot emblématique des éléphants de Côte d'Ivoire, signé par tous les joueurs. Un masque Yoré du centre de la Côte d'Ivoire, offert par un grand collectionneur ivoirien. Et un tableau de Ouattara Watts, célèbre peintre ivoirien aux États-Unis. La vente aux enchères de ces 5 objets d'art a permis à la Fondation de récolter près de 500 millions de francs, soit un demi-milliard de francs, auxquels s'ajoutent les gains engrangés par une tombola dotée de lots prestigieux, offerts également à la Fondation, notamment une voiture Toyota Corolla Cross, un collier serti de diamants, un billet d'avion classe affaires, ainsi que de nombreux autres lots. De nombreux artistes de renom ont également apporté leur contribution par leurs prestations gratuites. Fally Ipupa, Maître Gims, Dadju, Yemi Alade, José, Didi B, Magic System, Roselyne Layo, Tamsir et la team Peya. La soirée de gala placée sous le thème We Are Africa a démontré une belle solidarité de tous pour la cause des plus démunis. On reste à l'Hôtel Ivoire, dans une autre salle cette fois. La patinoire a servi de cadre à la 51e réunion du comité exécutif de l'Organisation parlementaire islamique. Ce samedi, à l'ouverture, le président de l'Assemblée nationale a appelé à agir collectivement pour apporter des réponses concrètes à certains fléaux, causes d'instabilité dans les États. On voit cela avec Konaté Moussa. 51e réunion du comité exécutif de l'Union parlementaire des États membres de l'Organisation de la coopération islamique UPC à Abidjan. Les délégations venues d'une 50aine de pays sont réunies pour débattre de diverses thématiques. Honorables parlementaires, chers collègues, mesdames et messieurs, les présentes assises nous permettront de traiter de certains sujets d'intérêt commun pour notre Union, à savoir les questions relatives aux minorités musulmanes, aux droits de l'homme, aux droits de la femme et de la famille, à la redynamisation de l'association des secrétaires généraux des parlements membres de notre Union et surtout du comité spécial permanent des affaires palestiniennes au regard de l'urgence de la situation qui prévaut au Moyen-Orient. Ce sont autant de sujets qui seront abordés durant ces quelques jours de travaux afin de faire non seulement le bilan de nos actions sur certains points spécifiques, mais aussi et surtout de nous orienter vers l'avenir. Le terrorisme, l'extrémisme violent, les changements anticonstitutionnels, les conflits inter-États, autant de défis à relever pour les parlements membres de la coopération islamique. Le président Adama Bektogo appelle à une action collective afin de freiner ces fléaux qui constituent des obstacles à la stabilité des États. Face donc à ces défis qui nous interpellent tous, autant que nous sommes, et qui constituent une véritable pesanteur, défavorable pour le développement harmonieux de nos États et de nos populations, nous avons, plus que jamais, besoin d'agir collectivement, conformément aux principes de solidarité et d'entraide entre États membres ayant en partage non seulement le droit humanitaire international et surtout la religion. Cette 51e réunion du comité exécutif de l'UPC s'inscrit dans le cadre de la 18e session de la conférence de l'Organisation parlementaire islamique.
Changement climatique dans le monde. Quelle riposte des pays membres de l'UPC? C'est le thème principal de ces assises d'Abidjan. Des moments de réflexion, cette fois, à Souandé, dans le sud-est ivoirien. Un atelier technique pour l'élaboration du document de la politique nationale de la communication et des médias a réuni tous les acteurs. Frédéric Gorebi, Issa Tchonayeo. Après sa conférence budgétaire tenue, il y a de cela quelques jours, le ministère de la Communication définit sa nouvelle politique d'action pour les 5 prochaines années. Ce document cadre doit servir de boussole au gouvernement dans la mise en œuvre de sa politique de développement de la presse écrite, des médias audiovisuels, du numérique, ainsi que de la communication publicitaire. Mais bien avant la mise en œuvre de cette nouvelle politique, celle exécutée de 2018 à 2023 a été adoptée par acclamation. Le ministre de la Communication, Amadou Koulibaly, fait ici son inventaire. La PONACOM a permis d'élaborer tout un ensemble d'activités, d'actions qui puissent être donc aussi bien des actions opérationnelles que des réformes, c'est-à-dire donc des textes ou des modifications de textes à prendre pour rendre notre secteur beaucoup plus dynamique. Donc aujourd'hui, 5 ans après, on peut se féliciter de ce que environ 70% des actions et réformes aient été menées. L'un des points d'orgue de ce document cadre est la redevance audiovisuelle qui fait l'objet de beaucoup de spéculations. C'est l'État qui perçoit cette taxe-là donc, pour financer des activités de l'État. Il n'y a pas de raison qu'un privé puisse en bénéficier. Je ne vois pas, et j'ai déjà eu l'occasion de le dire, pourquoi est-ce qu'on financerait beaucoup plus les privés dans le secteur de la communication que les privés dans le secteur de l'industrie, par exemple. Il n'y a pas de raison véritablement. La politique nationale de la communication et des médias est un document cadre du ministère de la Communication permettant d'adresser les questions du secteur. En direction Genève, en Suisse, le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur a présenté les avancées du pays en faveur de la promotion des droits de l'homme. Adom Kakou Léon a pris part à la 55e session ordinaire du Conseil des droits de l'homme. Michel Digré. Le ministre des Affaires étrangères à la tribune de la 55e session ordinaire du Conseil des droits de l'homme. Léon Kakou Adom, au perchoir du segment de haut niveau, a présenté les avancées de la Côte d'Ivoire en matière de promotion des droits de l'homme. La promotion et la protection des droits de l'homme demeure une priorité pour le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara, et pour son administration qui poursuivent les réformes en vue de garantir le respect des droits humains à toutes les personnes vivant en Côte d'Ivoire, comme en témoigne la ratification en 2023 d'importants instruments juridiques internationaux relatifs aux droits de l'homme. Le ministre des Affaires étrangères s'est appesanti sur les efforts du gouvernement ivoirien pour porter assistance aux milliers de personnes qui ont trouvé refuge en Côte d'Ivoire du fait de la menace djihadiste dans leur pays d'origine. La Côte d'Ivoire, qui a une longue et riche expérience en matière d'hospitalité, a pris des mesures idoines en vue de créer de meilleures conditions d'accueil, notamment en faveur des réfugiés et des populations de la sous-région ouest-africaine qui fuient les situations d'instabilité et d'insécurité créées par des mouvements islamistes qui pullulent dans le Sahel, menaçant ainsi la stabilité sous-régionale. En marge des travaux, Adom Kakou Léon a été reçu en audience par le haut-commissaire des Nations Unies aux réfugiés, Filippo Grandi. Malheureusement, la situation dans le Sahel, on la connaît, est fragile, est instable. Et nous avons échangé sur comment le HCR, la communauté internationale, peut aider le gouvernement, le peuple de la Côte d'Ivoire, à maintenir cette générosité qui est la sienne, qui a toujours été la sienne. Nous avons aussi discuté de comment coordonner entre les pays côtiers, qui sont tous un petit peu touchés par ce phénomène de pression migratoire qui vient notamment des pays du Sahel, et on va continuer cette discussion dans les mois qui suivent. Adom Kakou Léon a annoncé l'apport de la Côte d'Ivoire
au Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme d'un montant de 100 000 $ américains comme contribution volontaire de notre pays à la protection des droits de l'homme dans le monde. Retour en Côte d'Ivoire, à Yamoussoukro pour être précis. Arrêtons-nous sur la rencontre des acteurs de la gestion budgétaire. Dans un contexte nouveau de gestion financière axé sur le budget programme, des recommandations ont été formulées pour permettre à la Côte d'Ivoire d'être un modèle de transparence dans la gestion de l'argent public. C'est ce que nous apprend Kader Sogodogo. La Côte d'Ivoire, dans sa marche vers le développement, s'appuie sur des normes de gestion économique axées sur la transparence et la performance. Le pays ne lésine pas sur les moyens pour continuer le bond qualitatif. Pour cette année 2024, la Direction générale du budget et des finances, à l'issue de son conclave de Yamoussoukro, formule des recommandations dans ce sens. Il s'agit notamment de poursuivre le suivi régulier de l'évolution de l'exécution budgétaire et des risques liés au respect des objectifs de solde budgétaire, de renforcer le suivi de l'exécution des crédits budgétaires des représentations nationales à l'étranger et des établissements publics nationaux à travers le système intégré de gestion des opérations budgétaires de l'État. En 2023, le plan d'action stratégique PASS a été réalisé à 100%. Le programme d'activité est passé d'un taux de réalisation de 86,2% à 90,9%. Des notes satisfaisantes sont à relever dans plusieurs autres domaines. Traoré Seydou, directeur général du budget et des finances, au nom du ministre des Finances et du Budget, encourage ses collaborateurs à continuer sur cette lancée. Je voudrais engager chacun de nous à mettre en œuvre ensemble les objectifs que nous nous sommes fixés. Je voudrais saisir cette occasion solennelle pour vous adresser mes sincères félicitations pour votre sens du devoir, votre esprit d'équipe et vous exprimer mon entière satisfaction pour votre engagement et votre abnégation au travail tout le long de l'année 2023 et qui nous ont permis d'obtenir ces résultats encourageants. En guise de réponse, un standing ovation, comme pour dire au directeur général que le meilleur reste à venir. Et l'avenir est aussi reluisant dans le secteur des eaux et forêts. Le ministre Laurent Tchagba expose sur le sujet au Salon international de l'agriculture de Paris. Le ministre des eaux et forêts veut attirer des partenaires autour de plusieurs projets. Franck Akwadio. Paris, Salon de l'agriculture 2024, après la journée du jeudi consacrée à la Côte d'Ivoire, le ministère dirigé par Laurent Tchagba mène la mission du développement des forêts, de la gestion des ressources en eau et de la protection de la faune. Cette conférence est le lieu d'ébaucher face aux partenaires multisectoriels la pertinence des projets du moment tel l'AGIR, émanation du nouveau code de l'eau, la traçabilité du bois vers l'Union européenne à travers l'accord FLECT, l'agroforesterie, sans oublier les différents programmes d'investissement. Pour ce qui concerne la forêt, il faut 616 milliards de francs CFA. 65% de ce financement doit provenir du secteur privé et 35% du secteur étatique. Donc, mais les 65%, il faut les avoir. Mais c'est pourquoi il faut venir, il faut inviter le secteur privé, il faut leur expliquer la stratégie, il faut leur démontrer qu'ils ont leur place. Dans un contexte mondial où les synergies convergent vers la sécurité alimentaire, thème débattu à Paris, les eaux et forêts ajustent aussi leur stratégie. La sécurité alimentaire ne peut pas se réaliser sans la maîtrise de l'eau. Nous pensons qu'il faille faire en sorte que la Côte d'Ivoire puisse maîtriser l'eau. Et c'est pourquoi, en tant que ministre des Eaux et Forêts, je mets en place des dispositifs pour pouvoir maîtriser cette eau-là. Et Dieu merci, le gouvernement l'a compris. Le gouvernement a promulgué la loi. Si cette loi est mise en œuvre, l'eau sera maîtrisée, donc la sécurité alimentaire sera garantie. Politique d'aménagement des différentes ressources en eau et reconquête forestière, le plateau est aussi destiné aux investisseurs.
L'agroforesterie est un élément et un moyen de la politique forestière qui est absolument clé. Et c'est pour notre projet quelque chose qui est central. Donc on va, comme d'autres initiatives en Côte d'Ivoire, utiliser cette opportunité d'agroforesterie pour pouvoir travailler. L'agroforesterie, point de jonction entre politique agricole et ressources en eau et forêt. Kobena Kwasi Adjoumani, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, à charge aussi de la production vivrière, présent à délivrer un message rassurant aux partenaires de l'écosystème forestier et agricole ivoirien. L'engagement multiforme, une des clés manifestées par les autorités ivoiriennes lors de ce SIA 2024. On en vient à cette journée consacrée à la Côte d'Ivoire, au Salon international de l'agriculture à Paris. Rendons-nous au cœur de l'ambiance du pavillon ivoirien. Professionnels, invités et visiteurs se sont imprégnés des richesses agricoles de notre pays. Marie-Chantal Lacandan. C'est l'affluence. Il est difficile de se frayer un chemin au milieu de la foule dense de visiteurs au Salon international de l'agriculture 2024 à Paris. Cette journée est dédiée à la Côte d'Ivoire, une occasion pour le pays d'exposer ses ressources agricoles, forestières, animales et halieutiques, offrant ainsi une vitrine complète de son potentiel économique. Pour nous, c'est l'occasion de montrer au monde que la Côte d'Ivoire est véritablement un pays agricole et qu'à partir de son agriculture, elle a les moyens de se développer, de promouvoir son développement et de permettre que les richesses soient engrangées au profit de ces populations. Ce qui concerne donc le coton, c'est de faire un clin d'œil aux investisseurs pour qu'on puisse passer vraiment à la seconde étape, faire la filature, transformer vraiment le coton sur place en Côte. De la culture à la gastronomie, en passant par l'agro-industrie et le secteur privé, tous les aspects ont été minutieusement explorés par les visiteurs. Nous sommes en train de déguster certaines choses et ça nous donne le courage aussi de partir aussi investir aussi dans notre pays qui est la Côte d'Ivoire. J'ai fait déjà le tour de tout et je suis arrivée tout à l'heure au moment du clou du spectacle. Donc j'ai assisté aux danses, aux chants, c'était magnifique. On vient seulement de rentrer, mais pour l'instant, on a une bonne ambiance et on est bien content d'être là. On ne veut pas bouger d'ici. Pavillon ivoirien, composé de plusieurs stands, a attiré une foule enthousiaste, captée par une ambiance vibrante et authentique, fidèle à l'esprit ivoirien. Dans le cadre de nos projets, on s'intéresse un peu à l'agriculture en Côte d'Ivoire, vu l'appel que le président de la République a lancé pour nous demander de retourner. Et nous, on s'est dit qu'avec la terre, on était bien parti. La mise en valeur de la Côte d'Ivoire a été particulièrement remarquable, démontrant son engagement pour le développement agricole. Vraiment venir sur le stand ici de la Côte d'Ivoire, dont on parle beaucoup dans les allées du salon, qui est représentatif de toutes les belles productions agricoles et agroalimentaires de Côte d'Ivoire. La France est très engagée avec vous en Côte d'Ivoire et ici en France pour valoriser les produits agricoles, transformer en Côte d'Ivoire le cacao. Les témoignages des participants et des visiteurs soulignent l'impact positif de cette journée et confirment la réussite de cet événement d'envergure internationale. L'actualité en Côte d'Ivoire, c'est aussi l'opération de déguerpissement entreprise par le district autonome d'Abidjan. Le maire de la commune de Songon explique le bien fondé à ses administrés. Khalil Diomandé. 24 heures après la rencontre avec le ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, le maire de la commune de Songon vient rendre compte à ses administrés. Avec eux, Brou Alouboué passe en revue les informations relatives aux opérations de déguerpissement et d'assainissement. Il apporte des précisions sur les sites ciblés. Ce n'est pas toutes les zones qui seront déguerpies. Il y a des zones dont on a cité les noms qui ont eu une amélioration. Ces zones-là ne seront pas déguerpies. L'opération que le ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan a initiée est pour préserver les vies humaines. Nous avons parlé des baraques qui prolifèrent, qui sont les nids des bandits. Nous avons parlé des lotissements anarchiques. Même si le cas du lotissement n'est pas approuvé, on vend le terrain. On passe aux transactions. Et tout ça, nous l'avons dit. Et c'est eux-mêmes qui nous ont dit que vraiment,
Il faudrait qu'on arrête tout ça. Pour les riverains, cette réunion aura permis de mieux cerner les contours et enjeux des actions menées par le district autonome d'Abidjan. Nous avons eu les bonnes informations. Nous avons sollicité, souhaité que le ministère de la Construction s'implique pour que tous ces lotissements qui sont en voie de réalisation au niveau de Songon soient faits de façon normale, correcte, dans le respect des règles de l'urbanisation, afin de permettre à toutes ces populations qui arrivent à Songon de trouver un cadre de vie agréable. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est une action gouvernementale à laquelle nous devons nous solidariser et accompagner ce processus-là, ce processus de développement pour que ce processus puisse atteindre son but. Au terme de cette rencontre, les parties ont convenu de la mise en place d'une commission d'urgence. Elle permettra de répertorier les zones à risque dans la commune de Songon et d'anticiper sur les moyens d'indemnisation des personnes qui seront impactées. Réduire de moitié le nombre d'accidents de la circulation, un objectif qui passe par la sensibilisation, d'où le lancement de la campagne mondiale pour la sécurité routière. Elle a été lancée à Bouaké par le ministre des Transports et l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies. Charles Tatou nous en parle. Des hauts responsables du domaine de la sécurité routière sont arrivés d'Abidjan et de l'extérieur de la Côte d'Ivoire parce que la ville de Bouaké a été choisie pour abriter le lancement de la campagne mondiale de la sécurité routière des Nations Unies. Une occasion pour les spécialistes de ce domaine de dresser le bilan annuel des accidents mortels de la route dans le monde, en Afrique puis en Côte d'Ivoire. Pour le ministre des Transports, ce sont au total 1000 personnes tuées en 2022 par les 2 et 3 roues en Côte d'Ivoire, invitant toutes les forces vives à l'identification des causes de ces accidents. La mauvaise qualité ou l'absence d'équipement de sécurité, notamment les rétroviseurs et les casques. Voilà les raisons qui font que nous avons à peu près 1 millier de tués donc sur les routes et un tué tous les 2 jours, à peu près 150 tués chaque année dans une ville, dans une région comme la région de Bouaké. L'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies, lui, se réjouit de l'engagement du gouvernement ivoirien quant à l'atteinte de l'objectif global, celui de diviser par 2 le nombre des victimes sur la route. Le pays est à féliciter en matière d'engagement et d'investissement en matière de sécurité routière. Les efforts déployés ces dernières années, sous le leadership du ministre Amadou Koné, sont à souligner. La vidéo-verbalisation au contrôle routier et celle de digitalisation dans les problèmes de délivrance des documents et titres de transport font de la Côte d'Ivoire une pionnière en matière de sécurité routière en Afrique. La campagne que nous lançons aujourd'hui est une plateforme pour notre action collective, une occasion de renverser la vapeur et de créer un monde où les routes unissent plutôt que divisent. Engageons-nous, comme l'ont fait de nombreuses personnalités influentes, dont Ousmane Dembélé, Naomi Campbell, Youssou N'Dour, Didier Grosba et tous les influenceurs qui sont là aujourd'hui, à Bouaké, qui ont la générosité d'utiliser leur influence en s'engageant pour cette cause à partager leurs conseils de sécurité et à stopper l'incivisme sur les routes. Une visite guidée des sites d'affichage et des panneaux de signalisation a ponctué la cérémonie. On sensibilise également dans la région de la Marawi pour une autre cause, la cherté de la vie. Le mouvement citoyen Génération Gagnante invite les commerçants à faire preuve de responsabilité. Nous Sangaré, Jean-Marc Adjadji. Promouvoir les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la vie chère. C'est tout le sens de cette campagne de sensibilisation initiée par le mouvement citoyen Génération Gagnante de la Marawi. Une sensibilisation qui vise à protéger le pouvoir d'achat des consommateurs. La délégation du dit mouvement a sillonné tour à tour le grand marché du quartier Koko, les supermarchés et les petits commerces de la ville, pour s'enquérir du prix des denrées alimentaires tout en invitant les commerçants à faire preuve de responsabilité. La sensibilisation de ce jour consiste à donner l'occasion à nos commerçants de nous expliquer dans un premier temps ce qu'ils vivent au quotidien selon certaines réalités, mais surtout les encourager par rapport à la cherté de la vie, à revoir les prix
à réduire dans la mesure du possible ce qu'il y a à réduire et puis les amener surtout à ne pas exagérer dans l'augmentation des prix des denrées alimentaires et des autres denrées. Pour cette campagne de sensibilisation, le mouvement citoyen Génération Gagnante bénéficie du soutien de la direction régionale du commerce. Il y a des moments où il y a des spéculations, comme celle que nous vivons actuellement. L'État ne veut pas laisser livrer les populations à cette spéculation. C'est pourquoi l'État a fait des subventions. Mais quand l'État fait des subventions, on tombe dans ce qu'on appelle l'exception. Le plafonnement, c'est une exception. Pour ne pas qu'il y ait des surenchères. Il faut contrôler, il faut être présent, il faut avoir les moyens humains, il faut avoir les moyens techniques, il faut former les agents. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Une initiative saluée par commerçants, détaillants et consommateurs qui demandent que la sensibilisation soit accentuée auprès des grossistes. Actuellement, là, il n'y a pas l'argent. Et puis les choses sont chères. Quand on diminue, en tout cas, c'est une bonne idée. J'apprécie leur idée parce que ça fait du bien à tout le monde. Si l'État met vraiment un suivi vraiment très spécifique sur les prix affichés dans les différents rayons, dans les différents marchés, je crois que non, tout le monde sera satisfait. Selon le mouvement Génération Gagnante, cette sensibilisation reflète l'importance de l'engagement citoyen dans la résolution des défis économiques et sociaux. Elle incite à une action collective pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Dans le reste de l'actualité, en bref, une image au Cameroun dans l'affaire Martinez-Zongo. Le tribunal militaire de Yaoundé a bouclé ce vendredi 1er mars l'information judiciaire sur l'assassinat il y a un peu plus d'un an maintenant du journaliste et ancien directeur de la radio Amplitude FM. Le procès va ainsi pouvoir s'ouvrir dans les prochaines semaines. La vingtaine de personnes inculpées ont été toutes renvoyées devant le tribunal pour divers chefs d'accusation. Voilà, c'est tout pour ce 23h. Excellente nuit. Dieu nous garde. Bonsoir.